Bonsoir. Séance du Conseil du 2 juin 2014, 20 heures. L'ordre du jour. Où est-ce qu'on la nomme? L'ordre du jour. C'est un proposant. OK. J'appuie. OK. M. Bourreau et M. Diane. Oui. Dans un premier temps, avant de passer à travers notre ordre du jour, on voudrait souligner que deux citoyens, une citoyenne et un citoyen de Mont-Saint-Hilaire, se sont vus donner une médaille du lieutenant-gouverneur. Et je voudrais tout simplement les nommer et surtout dire le pourquoi les personnes ont reçu cette lettre. La première, c'est Mme Colette Comeau, qui, je vais nommer un peu son CV et ses occupations de Mont-Saint-Hilaire. Mme Comeau s'installe à Mont-Saint-Hilaire en 1984 et met bénévolement son leadership au service de la communauté et dirige les travaux d'aménagement d'un camp de loisirs et de vacances pour personnes à faible revenu, membre de l'Association de loisirs communautaires Val-Neige. Elle forme le premier conseil d'administration de l'association qu'elle présidera pendant près de 5 ans. Active à l'Arche, cette œuvre internationale qui offre un milieu de vie communautaire à des personnes handicapées intellectuellement et à leurs accompagnateurs. Elle siège au conseil d'administration de l'Arche Belleuil de 1988 à 2000 et en assure la présidence de 1990 à 1998. Mme Comeau fait toujours partie de l'Arche à titre de membre associé et continue de fréquenter régulièrement les résidents et accompagnateurs qui l'ont d'ailleurs affectueusement baptisée la grand-maman de l'Arche Belleuil. De 1995 à 2000, elle est conseillère municipale et participe à la naissance du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire et de la Maison amérindienne. En 1996, elle lance l'idée de fonder un cercle littéraire qui aujourd'hui est connu sous le nom de Cercle littéraire François Loranger. Dans la foulée de cette nouvelle effervescence culturelle, les noms d'Ozias Leduc, Paul-Émile Bordua et de Georges Bonnet, elle profite du momentum pour fonder Patrimoine Hilaire-Montais, un organisme dont la mission est de faire connaître le patrimoine de Mont-Saint-Hilaire. Elle en sera présidente pendant plusieurs années et en devient membre honoraire à vie. Aujourd'hui, Colette Comeau demeure une figure importante de Mont-Saint-Hilaire, un symbole d'énergie, un exemple d'action communautaire et citoyenne. À ceux qui lui ont fait part de leur désir de mettre sur pied un projet communautaire et qui sollicitent son conseil, elle n'a qu'une chose à dire, foncez. Femme de cœur et femme de tête, Colette Comeau est et demeurera un exemple d'engagement et de dévouement dans la collectivité. La deuxième personne qui a reçu une médaille, il s'agit d'un jeune étudiant du Collège Saint-Hilaire, du secondaire 5. Évidemment, il est récipiendaire de la médaille jeunesse du lieutenant-gouverneur. Lui, dans un premier temps, depuis la première année secondaire, cet élève se distingue par son talent, par sa personnalité. C'est Carl Godin. Oh, je pensais Son attitude reflète de façon éloquente les valeurs véhiculées au sein du collège. Respect de soi, des autres et de l'environnement, motivation qui se manifeste par l'anticipation et l'implication, autonomie et sens de responsabilité. Les enseignants et enseignantes apprécient sa personnalité épanouie ainsi que son ouverture et son positivisme affirmé. Récipiendaire d'un certificat de distinction, Carl Godin se démarque par la très grande qualité de son travail, tant au niveau de la maîtrise de la langue que par ses méthodes de travail. Au fil des années, son engagement au collège s'est manifesté de diverses façons. Il est toujours prêt à donner un coup de main pour les diverses activités telles que la campagne des paniers de Noël, la semaine de l'appréciation, les portes ouvertes et la campagne de financement pour le Sénégal. En somme, Carl Godin est un élève grandement apprécié par tous les élèves et les adultes pour sa personnalité, sa générosité et son implication dans son milieu. Fait que c'est pour ça que ces deux personnes-là ont reçu la médaille du gouverneur. Voilà. Maintenant, je passe au procès-verbaux. Alors, il est proposé que les procès-verbaux des séances ordinaires du 5 mai 2014 et extraordinaires du 26 mai 2014 sont approuvés par ce Conseil. Oui, secondant.
Hull, Mme Jonca. Oui. Bordereau des comptes à payer 2014 du 6A, 2014-06B, 2014-06C, 2014-06D et rapport de la dépense autorisée. Il est proposé que les bordereaux des comptes à payer numéro 2014-06A au montant de 1 688 356,92, 2014-06B au montant de 3 936,37, numéro 2014-06C au montant de 334 242 et 2014-06D au montant de 684 082,53, soit sont approuvés par ce Conseil tel qu'il apparaît au certificat de la trésorière adjointe portant le numéro 2014-06 en date du 29 mai 2014, ainsi que le rapport quant aux dépenses autorisées au cours de la période du 1er au 28 mai 2014. Secondaire, appuyé par Jean-Pierre Brault. Rapport des ressources humaines. Il est proposé que le rapport des ressources humaines portant le numéro RH 2014-04 préparé par Mme Annie Dionne, conseillère principale en ressources humaines, en date du 27 mai 2014, soit et est approuvé par ce Conseil. Je propose. Secondaire. Émile. OK, point 4, 5. État comparatif des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014. Il est proposé que ce Conseil reçoive les 2 états comparatifs des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 30 avril 2014, déposés par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, en vertu de l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, soit l'état des revenus et dépenses au 30 avril 2014 et 30 avril 2013, et l'état des revenus et dépenses au 30 avril 2014 et estimé au 31 décembre 2014. Proposeur. Je propose. Sylvain, secondaire. Philippe. Point numéro 6, rapport financier consolidé pour l'année 2013. Alors, bonsoir tout le monde. C'est moi qui ai le bonheur de vous présenter les résultats financiers. Avant de débuter, j'aimerais remercier Suzanne Bousquet ici, qui a travaillé excessivement fort à la présentation également avec moi. Un beau travail d'équipe. Alors, le déroulement de la soirée, je vais vous parler plus. La première étape va être au niveau des états financiers de la Ville. Puis, à la fin, dans les dernières diapos, on va parler de l'état financier consolidé. Donc, on va parler de la Ville, ensuite le consolidé. Pardon? Ah, est-ce que vous voyez bien ou vous préférez qu'on... Est-ce qu'on éteint les lumières ou comme ça, vous êtes correct? C'est mieux comme ça? OK, excellent. Alors, tout d'abord, cette année, on avait un budget équilibré de 30 763 900 et on a terminé l'année avec un surplus de 2 288 984. J'aimerais juste vous spécifier, c'est qu'au cours de l'année, il y a eu un changement de norme comptable qui a dû être appliqué. Ce changement de norme comptable-là n'a pas d'impact sur le surplus. Sauf que par écriture comptable, il a fallu faire des revenus et des dépenses équivalentes, ce qui fait que ça a fait augmenter indûment le chiffre réel au niveau des revenus et également au niveau des dépenses. Donc, je vous explique les chiffres réels qu'il y a aux états financiers. Ensuite, pour question de simplifier la présentation, je l'ai appelé le réel ajusté pour enlever cet effet-là, pas revenir à chaque étape pour vous expliquer cet écart-là. Donc, au niveau du réel aux états financiers, c'est plus des revenus de 33 555 000. Le changement de norme a eu comme effet que ça a fait augmenter les revenus de 956 000, ce qui a, si on enlève cet effet-là, on arrive avec des revenus réels ajustés de 32 598 000. Et la même chose au niveau des dépenses, on vient réduire la dépense qui amène les dépenses totales au niveau de la Ville à 30 309 000. C'est le même surplus que ce soit le réel ou le réel ajusté. Ce que vous allez retrouver ici, c'est si jamais quelqu'un veut se retracer, ça va être sur le site Internet. Mais ça, c'est les états financiers de la Ville. Donc, quelqu'un qui veut
s'amuser à regarder cette brique-là, bien, vous avez la référence de la page et de la ligne. Si je reviens sur les paiements de transfert au niveau de la norme comptable, les changements, c'est que le gouvernement, maintenant, ce qu'il a dit, c'est que quand il nous octroie des subventions payables sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, ce qu'il dit, c'est que ils vont reconnaître la dette uniquement en fonction de leur période budgétaire à eux. Donc, à chaque année, ils vont voter les crédits et là, nous, on va encaisser l'argent. Fait qu'avant, si vous vous rappelez, dans nos états financiers, on avait une somme à recevoir pour les subventions du ministère, puis on incluait le montant dans la dette au niveau des tiers. Maintenant, ce changement-là, on ne peut plus appliquer de compte à recevoir, puis la dette qui est au niveau des tiers, on est obligé de la transférer au niveau de la ville. Puis finalement, à chaque année, quand ça va être dû le moment de payer, bien, c'est le ministère qui va le payer. Fait que c'est une gymnastique comptable qui va avoir des impacts au niveau, quand on va regarder le total de la dette, ça a un impact au niveau du total de la dette à l'ensemble. Par contre, dans la vraie vie, ça n'a pas d'impact parce qu'à chaque année, les montants qui sont dus par le ministère vont être payés par le ministère. Ça va? Ensuite, je vous laisse le soin de pouvoir les regarder, mais ici, on retrouve l'historique dans les deux tableaux au niveau des revenus sur une période depuis les 5 dernières années. Donc, on voit qu'il y a une croissance au niveau des revenus et qu'il y a une croissance également au niveau des dépenses. Et on dégage un surplus de 7,4 cette année. Oui. Maintenant, si on regarde au niveau des surplus affectés et non affectés, ce que je vous présente ici, c'est un historique sur les 5 dernières années. Donc, l'an dernier, je vous amène au 31 décembre 2012, on avait un surplus affecté et non affecté pour 5 291 000 $. Avec le surplus de cette année de 2,2 millions, le surplus non affecté est de l'ordre de 6,4 millions. Fait que là, vous allez me dire, bon, je ne retrouve pas le surplus de l'année. C'est que je vais vous expliquer un petit peu plus loin que d'année en année, on utilise quand même le surplus de l'année précédente ou le surplus cumulé pour faire certaines actions que je vais échanger avec vous un petit peu plus tard. Donc, si on regarde les revenus par rapport au budget, on avait des revenus pour 30 763 000. C'est sûr qu'ici, je travaille toujours avec le réel ajusté qu'on a vu à la première page. On a terminé l'année avec 32 598 000. Donc, on finit un écart favorable au niveau de nos revenus de 1 834 000, qui représente 5,96 de nos revenus. On a eu des nouvelles positives. On était contents au cours de l'année. Par exemple, je vais vous parler de cet élément-là. On a reçu un remboursement qu'on n'avait pas anticipé de la part de la CIT et de la RITA-VR pour 330 000 $. Ensuite, je vais vous revenir souvent dans la présentation avec cet élément-là, mais le Conseil a décidé au cours de l'année 2013 de faire un remboursement anticipé sur la dette à long terme au montant de 122 000 $. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'argent dans les surplus et on est venu rembourser le service de dette. Mais par jeu d'écriture comptable, on a créé un revenu et une dépense. Donc, c'est sûr que ça n'avait pas été budgétisé, mais ça n'a pas d'impact au niveau du surplus de l'année. Maintenant, si on regarde les éléments plus usuels, au niveau de la taxe, on a un écart favorable de 454 000 $ qui est composé de la taxe foncière, de la tarification et des offres de paiement en comptant qui étaient faites lors du refinancement et que les citoyens ont décidé de payer. Ensuite, au niveau des droits de mutation, on a un écart favorable de 158 000 $ par rapport au budget. Par contre, j'aimerais juste vous dire que par rapport à l'année 2013, on est quand même plus bas que l'an passé. L'année passée, on était 62 000 $ de plus que le 158. Ensuite, dans les revenus autres, le 528 000 $, on a eu des revenus de frais de cours de 247 000 $ de plus que budgétisé. Et ça, ce qu'on a pris comme décision en 2014, c'est qu'on a augmenté le budget. Donc, cet écart-là ne se retrouvera pas de cette ampleur-là au niveau des résultats de 2014. Et ensuite, il y a eu également les intérêts sur les arrérages de taxes et les intérêts sur nos comptes bancaires qui ont été plus élevés que prévu pour 109 000 $.
Et également, il y a eu des contributions de promoteurs pour 136 000 $. C'est bon? Si on regarde maintenant au chapitre des dépenses, nous avions des dépenses pour 30 763 900. Nous avons plutôt réalisé des dépenses de l'ordre de 30 309 256. Donc, on termine l'année avec un écart favorable de 454 644, soit un montant de 1,48 % favorable par rapport au budget. Si on regarde les gros éléments avec certaines explications, au niveau de la rémunération du personnel, on dégage un écart favorable de 3,86 %. Pourquoi? Bien, il y a eu une gestion quand même assez serrée de la main-d'œuvre en cours d'année. Par exemple, au niveau des patinoires, des parcs, les camps de jour, si ce n'était pas nécessaire de créer des groupes, on a maximisé les groupes pour ne pas en créer des additionnels. Ensuite, malheureusement, en cours d'année, on vit des départs d'employés. Donc, il y a une certaine période avant que cette personne-là soit remplacée. Il y a également eu des changements de classe. Étant donné qu'il y a des départs d'employés, quand on réembauche, souvent sont à un niveau plus bas que l'employé qui était là auparavant. Donc, ça crée des écarts favorables. Maintenant, au niveau de transport et communication, on va voir un écart de 9,72 %, 48 000. Bien, c'est principalement des congrès, des journées d'études qui n'ont pas été faits tels qu'on avait prévu. Donc, on a fait moins de journées de congrès et moins de journées d'études. Maintenant, au niveau des services professionnels et techniques, on retrouve un écart favorable de 401 000 $, soit 9,71 %. On va retrouver 4 éléments importants qui expliquent cet écart-là. Le premier, c'est qu'il y a diverses études qu'on avait prévues au budget 2013, puis pour une raison ou une autre, on a décidé de le reporter à 2014 ou même une année ultérieure. Puis il y en a que déjà, par exemple, la rue des Hôtels, on est en train de le faire, mais on avait prévu le faire en 2013. Donc, sur le 400 000, on a 100 000 qui provient de ce montant-là. Ensuite, au niveau des évaluateurs, on dégage également un écart favorable de 25 000. L'enlèvement de la neige, moins que prévu pour 68 000. Et finalement, au niveau de la collecte des ordures, recyclage et résidus verts, on a dégagé également un écart favorable. Si je regarde maintenant au niveau de la location, entretien, équipement, on dégage un écart favorable de 72 000 qui vient principalement, nous, on a un contrat avec Ségère pour notre flotte de véhicules. Et dans le fond, l'acquisition des véhicules, ce n'est pas fait au même rythme que nous, on l'avait prévu au départ. Et la différence au niveau de l'entretien des trottoirs, ça a eu un coût moindre que prévu. Ensuite, on poursuit au niveau des actifs immobilisés. Vous allez voir qu'on a un écart défavorable de 381 000 $. Ce que le Conseil a décidé de faire avec ça, si tout le monde est au courant, il y a le feu de circulation NADO qui va être fait sous peu. On a pris les engagements en 2013 pour le réaliser. Donc, on parle d'un montant de 276 000 $ concernant le feu de circulation NADO. Et également, il y a eu la réfection du plancher de la salle en mouvement au pavillon Jordi-Bonnet pour un montant de 100 000 $. Oui, c'est ça. Bien, oui, effectivement. Merci. Donc, c'est ce qui vient expliquer le 381 000 $. Ensuite, au niveau du service de dette, on a 141 000 $ de plus que ce qu'on avait prévu. Pourquoi? Tantôt, je vous ai mentionné qu'on avait décidé de rembourser de façon anticipée la dernière échéance de dette pour 122 000 $. Et également, je vous avais mentionné, au niveau des revenus, on avait créé un revenu. Les citoyens qui sont prévalus de l'offre de paiement au comptant pour certains règlements d'emprunt, bien, c'est venu augmenter la dépense. Mais ce n'est pas venu affecter le surplus parce qu'on a créé un revenu et une dépense. Et ensuite, au niveau de la quote-part des organismes municipaux, bien, en fait, ce que je peux dire, c'est que les organismes nous ont vraiment facturé ce qui avait été prévu au budget. Là. Il n'y a pas un écart important, c'est en bas de 1 %. Maintenant, tantôt, je vous ai mentionné que je vous donnerai des exemples de qu'est-ce qu'on a fait avec le surplus en 2013. Donc, cette année, vous voyez ici que le surplus de cette année il est de 2 281 000 et que le solde est à 6 121 000. Ça, vous allez pouvoir faire référence avec les pages précédentes que je vous ai présentées au niveau du surplus.
Pour vous donner des exemples, qu'est-ce que le Conseil a décidé de faire en 2013? Par exemple, pour équilibrer le budget de 2013, il a fallu approprier des sommes au surplus. Pour offrir finalement le taux de taxe, l'augmentation de taux de taxe qu'on avait déterminé au budget, pour l'équilibrer, on est allé chercher de l'argent au surplus. Maintenant, il arrive qu'il y a certains projets qu'on commence à travailler sur ces projets-là avant que le règlement soit adopté. Par exemple, si on veut faire des études, ces choses-là, donc on vient s'approprier temporairement le surplus. En 2013, on le fait pour 106 000. Maintenant, je vous ai parlé de le remboursement anticipé de la dette à la dernière échéance. On retrouve encore le 122 000. On a acquis un terrain au parc du village de la Gare, près de la pente à glisser. Donc, de quelle façon cette acquisition était faite? Bien, c'était via le surplus. Ensuite, on a acquis de l'éclairage pour les différents parcs et on a payé ça également à même le surplus. Il y a eu l'inspection des réseaux d'égouts pour une somme de 52 000. Ensuite, l'aménagement au parc de la Gare et dans les bassins, les travaux qui vont se terminer en 2014. Il y a quand même une somme de 120 000 qui était payée à même le surplus. Le feu de circulation NADO, 25 000, ça c'est avant qu'on prenne la décision de le payer à partir des dépenses de fonctionnement. Donc, ça avait été les études préliminaires qui avaient été faites. Puis ensuite, là, il y a différents éléments qui ont été approuvés par résolution qui représentent un 101 000, mais ça, il y avait beaucoup d'éléments à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'au cours de l'année, il y a quand même eu 1,2 million qui a été utilisé à partir du surplus qui était non affecté des années précédentes. Maintenant, si on regarde l'accroissement du rôle au niveau des bâtiments imposables, l'accroissement du rôle, c'est les nouveaux bâtiments et c'est les améliorations qui sont faites aux anciens bâtiments. Donc, on voit quand il y a une historique ici de 5 ans, on voit l'évolution de 2009 à 2013. On voit que les ajouts qui ont été faits au rôle en 2013 sont de l'ordre de 50 millions. Je vais juste vous référer à 2009, et ça, c'est en dollars absolus. Donc, c'est sûr que la valeur de 2009, aujourd'hui, le 84 millions, on pourrait penser qu'il vaut peut-être 100 millions. Donc, on voit que 2013, le développement il était à 50 % celui de 2009. Celle-là ici, je vais vous la laisser tout simplement au niveau de la lecture. Là, tantôt, je vous ai mentionné que les organismes ont vraiment facturé ce qui avait été prévu au budget. Donc, vous avez le détail par chacun des organismes. On voit que le global de l'écart, c'est 0,89 % par rapport au budget. Maintenant, si on parle au niveau du service de la dette, elle est divisée en deux sections, le service de la dette à l'ensemble et le service de la dette au niveau des tiers. Donc, le service de dette à l'ensemble était plus élevé de 104 000 $. Donc, je vous rappelle, c'est toujours la même explication. On a décidé de payer 122 000 à même le surplus pour le remboursement anticipé de la dette. Donc, c'est sûr qu'on retrouve ce 122 000 à cet endroit-là. Et le reste, il n'y a pas d'écart là, vraiment de façon importante, ce qui amène que le service de dette total était prévu à 4 626 000, a été de l'ordre de 4 767 000, soit 141 000 de plus, mais qui provient des éléments du remboursement anticipé de 122 000 et de l'offre de paiement comptant qui a été offerte aux citoyens et que eux autres ont pris l'option de payer immédiatement. Maintenant, ici, le tableau explique le service de dette sur les dépenses. Et pour se mettre sur une base comparable, on a exclu les paiements de transfert. C'est sûr que quand on va arriver à l'an prochain, on va se réajuster. Donc, si on se met sur une base comparable, on voit que le service de dette est passé de 14,89 à 15,09 au niveau du pourcentage sur le total des dépenses. Maintenant, au niveau de la dette à long terme, c'est le même principe qu'au niveau du service de la dette. On divise en deux sections, la dette à l'ensemble et la dette au niveau des tiers. En début, je vous ai parlé qu'il y avait une nouvelle norme comptable au niveau des paiements de transfert. On le voit très bien ici, l'impact.
On voit que dans la dette à l'ensemble, on voit gouvernement, nouvelle norme, 5 238 000, comparé à l'an passé, qui était à 0. Puis qu'on voit ici dans la dette plus au tiers, 33 078 pour 2013 versus 5,3 millions pour 2012. Donc, vous voyez que c'est ce montant-là qui est rendu ici. Puis cette somme-là, ça se trouve être uniquement la partie de janvier à mars 2014 que le gouvernement va payer pour nous au niveau de la dette. Donc, quand on regarde au niveau du service de la dette à l'ensemble, il y a une augmentation de 719 000 par rapport à 2012. Puis au cours de l'année 2013, les principaux règlements d'emprunt sur lesquels on est allé chercher du financement, ça va être la place Courcelles et Charbonneau. Il y a eu Highfield et Wolfe qui étaient faits. Puis il y a eu les réfections d'infrastructures, le chemisage qui était fait dans diverses rues et l'aménagement de parcs. Donc la dette de la ville non consolidée sans les organismes, on est à 48 289 000 versus l'an passé, 48 105 000 $. Donc, une croissance de la dette de 183 918 par rapport à l'an passé. Si on calcule la dette à l'ensemble, c'est seulement la dette à l'ensemble. Je ne prends pas la dette à la charge de tiers. Et pour être sur base comparable, j'ai exclu le 5 millions qu'on voyait du gouvernement tantôt. Donc, on voit que la dette par rapport à notre richesse foncière, en 2012, on était à 1,49 %, on est à 1,43 % parce que notre richesse, elle a augmenté quand même de 50 millions. Et au niveau de la dette, il y a eu seulement 183 000 d'augmentation. Maintenant, si on passe rapidement par rapport à l'année passée au niveau des dépenses, au niveau des résultats. Cette année, on a un surplus de 2 288 000, mais je vous rappelle qu'en 2012, le surplus avait été de 2 315 000. Donc, c'est 2 années assez semblables en termes de surplus. Maintenant, si on regarde les dépenses par objet par rapport à l'année passée, au niveau de la rémunération du personnel, on voit qu'il y a une croissance importante de 514 000, soit 7,62 %. En 2013, il y a eu la création de 3 nouveaux postes au sein de la ville. C'est la conseillère en ressources humaines, le conseiller en environnement et un technicien en ingénierie. Et également, on a mis de l'avant le schéma de couverture de risque. On a fait dans le fond, on suit les applications qu'on doit faire, mais il y a eu quand même des augmentations d'heures attribuées au niveau des pompiers. Quand on regarde au niveau des transports, l'augmentation, ça vient des élections. En 2013, il y a eu les élections. Le coût global, qui se trouve être dans chacun un peu des éléments, se trouve être 138 000 pour l'année 2013 au complet. Si on poursuit, dans les éléments qui sont quand même importants, au niveau de l'entretien, la location et les réparations, on voit qu'il y a une augmentation de 96 000 $. Ça provient de l'inspection des réseaux d'égouts. Et également, vous vous rappelez que sur la rue Sainte-Anne, il y a eu la réfection du passage à niveau qui a été fait. Ensuite, au niveau des actifs immobilisés, 307 000 de plus qu'en l'an passé. Provient, c'est le feu de circulation NADO qu'on va effectuer et c'est la réfection du plancher Jordi-Bonnet qu'on effectue en 2013. Au niveau du service de remboursement de la dette, 392 000 $ de plus que l'an passé. Il y a un 122 000 qui provient du fait qu'on a remboursé de façon anticipée la dernière échéance de la dette et c'est l'augmentation du service de dette au niveau de la différence. Puis au niveau de la quote-part des organismes municipaux, la dépense, c'est vraiment le montant qui avait été prévu au budget, donc c'est ce qui avait été planifié au niveau de la croissance de dépenses de 4,23 %. Donc, si on regarde le comparatif de 2012 à 2013, il y a quand même eu une augmentation de dépenses de 6 %. Maintenant, au niveau des investissements au sein de la ville, qu'est-ce qu'on a fait cette année? Il y a eu des investissements pour 7,5 millions. Si on les regarde par les 6 grandes catégories, il y a eu
une rue qui a été cédée au niveau des jardins panoramiques par le promoteur. Donc ça c'est pas des déboursés pour la ville. C'est juste qu'on doit créer l'actif, nous, dans nos états financiers. Ensuite, au niveau des réfections d'infrastructures, il y a eu la rue Sainte-Thérèse, il y a eu la construction de réseaux d'égouts domestiques, place Courcelles, le remplacement du pont Saint-Michel, la réfection de la rue Highfield et Wolfe. Il y a une partie de la rue Provencher qui a été faite et il y a eu la réhabilitation du réseau d'aqueduc par chemisage. Ensuite, au niveau des bâtiments, il y a eu l'acquisition de l'immeuble pour la nouvelle caserne incendie qui va être terminée, qui va se refinaliser là, en 2014. Puis il y a également eu la rétrocession de la maison amérindienne à la ville. Au niveau des parcs et espaces verts, je vous ai mentionné tantôt qu'à partir du surplus, on acquis un terrain au niveau de la gare pour près de la pente à glisser. Et également, on a fait des travaux dans la partie naturalisée qu'on a également payé en partie à partir du surplus. Et il y a eu des aménagements faits au Parc des Fées. Et l'entretien et matériel roulant, ça, je vous dirais, c'est vraiment le maintien du parc informatique. Qu'est-ce qui est usuel d'investir là, dans une ville? Il y a eu la mise à jour à Office 2010. On essaie de concéder les serveurs pour se solidifier. Il y a eu l'achat de numérisateurs à plan. Bon. Donc ça, c'est ce qui fait le tour pour qu'est-ce qui concerne l'état financier de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Maintenant, si on regarde avec le consolidé, l'excédent de la ville était 2,2 millions. Au niveau des organismes contrôlés, il y a un excédent qui dans notre code-part pour 602 000 $, ce qui amène le total consolidé du surplus de la ville de Mont-Saint-Hilaire à 2 890 989. Le 602 000, il se répartit de quelle façon? Vous allez trouver ici en haut, ces pourcentages-là, ça se trouve être ce qui nous revient en termes de consolidation dans nos états financiers. Fait qu'on voit qu'au niveau des surplus des organismes contrôlés, la quote-part qui nous revient au niveau du surplus de la CITVR, c'est 523 000 $. Au niveau de la régie d'assainissement, c'est 71 000 $. Au niveau de la régie de l'eau, c'est 32 000 $. Et au niveau de la RITA, il y a eu un déficit, donc une contribution, un excédent négatif pour 25 000 $, ce qui vient expliquer le 605 000 $. Ensuite, la dette à l'ensemble consolidée, c'est sûr qu'aux états financiers, on parle de la dette à l'ensemble consolidée. Donc, toute la première section ici, on l'a vu ensemble, c'est la même acétate que ce que je vous ai présenté précédemment. On vient seulement ajouter la dette au niveau des organismes municipaux. Donc, en 2013, la dette, notre quote-part des dettes des organismes municipaux, c'est 3,3 millions. Versus 2012 à 3,5 millions. Donc, le réel de notre quote-part au niveau de la dette des organismes municipaux, il y a une réduction de 217 000 $ par rapport à l'an passé. Ce qui amène que notre dette aux états financiers est de 5 consolidés, incluant les organismes, est de 51 634 versus l'an passé, 51 668, ce qui fait une variation de 33 000 $. Ensuite, ici, les frais d'émission rapportés, c'est vraiment une technique au niveau de la présentation qui est appliquée. Donc, vous avez, aux états financiers, vous avez 2 pages avec des montants de dettes consolidées différentes. Ici, on vous fait référence à la dette consolidée en enlevant les frais d'émission reportés. Voilà. Merci, Mme Lapanne. Excellente présentation. Maintenant, au point 7, création d'un surplus réservé, chemisage structurel de la conduite d'eau potable, place du manoir. Point 6, il faut adopter une résolution. Oh, oui. Alors, il est proposé que ce Conseil accuse réception, conformément aux articles 105.1 et 108.3 de la Loi sur les cités et villes, du rapport financier consolidé 2013 comprenant le rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013. Secondaire Émile.
Ouais, point 7. Création d'un surplus réservé, chemisage structurel de la conduite d'eau potable, place du manoir. Il est proposé que ce conseil approprie à même le surplus non affecté une somme de 176 000 afin de créer un surplus réservé, chemisage structurel de la conduite d'eau potable, place du manoir, pour le paiement des dépenses reliées aux travaux de réhabilitation de la conduite d'eau potable par chemisage structurel sur place du manoir, ainsi qu'aux honoraires professionnels et tout autre imprévu et contingence relativement à ces travaux. Proposé par... Appui. Appuyé par Émile. Point numéro 8. Modification à la résolution 2014-170, promesse d'achat des lots 1818-519, 1818-516 et 1818-509 au cadastre du Québec. Considérant la résolution numéro 2014-170 adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Mont-Saint-Hilaire tenue le 5 mai 2014, considérant que par cette résolution, le Conseil autorisait l'acquisition des lots 1 818 519, 1 818 516 et 1 818 509 au cadastre du Québec, considérant qu'une erreur s'est glissée à la résolution 2014-170 concernant les montants reliés aux dites acquisitions. En conséquence, il est proposé que la résolution numéro 2014-170 soit modifiée à son premier paragraphe en modifiant les mots et chiffres suivants, soit 1 103 016 et 42 par 1 128 084 et 90. Que la dite résolution soit également modifiée à son deuxième paragraphe en remplaçant les mots et chiffres suivants, 1 535 310 et 48 par 1 570 203 et 90. Proposé par Jean-Pierre, c'est bon. Secondé par Félix. Point numéro 9. Création du comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme et nomination des membres. Considérant que la Ville de Mont-Saint-Hilaire souhaite créer un comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme, le CCDCT, en remplacement du comité consultatif sur la culture, considérant que le CCDCT agira comme mécanisme de concertation et verra à guider le conseil municipal sur les mesures à prendre pour assurer le développement culturel et touristique de la Ville, considérant que ce comité travaillera à l'harmonisation des actions en vue de l'optimisation des efforts déployés par les acteurs du milieu pour la mise en valeur des attraits de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, considérant que le comité agira également à titre d'agent de liaison entre le conseil municipal et le milieu. En conséquence, il est proposé que soit créé le comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme et que ce comité remplace l'actuel comité consultatif sur la culture. Que le dit comité soit constitué des personnes citoyennes et ou entrepreneurs de Mont-Saint-Hilaire, acteurs du milieu, œuvrant dans les secteurs d'activité identitaires de Mont-Saint-Hilaire, soit Mme Suzanne Léveillé et Messieurs Stéphane Petit et Kees van der Heyden pour un mandat d'1 an, ainsi que Mesdames Christine Imbeau et André Lamontagne et Messieurs Daniel Carpentier et Marcel Leboeuf pour un mandat de 2 ans. Que 2 conseillers municipaux siègent également au sein de ce comité, soit Mme Magali Jonca et M. Frédéric Dionne, et que M. Pierre Bergeron, directeur du service du loisir et de la culture, soit aussi nommé membre de ce comité et que Mme Lucie Blanchet, responsable de la culture, agisse à titre de secrétaire au sein du dit comité. Je propose. Proposé. Secondaire. Appui. Émile. Oui, bien ça, en écoutant Mme Pierrard, je remarque que finalement, je n'ai pas grand-chose à dire, ça dit tout. Là. Mais en fait, c'est juste pour souligner que le Conseil voulait que le comité se penche sur la création d'un marché public, sachant les bienfaits socio-économiques que ça pouvait apporter au développement culturel et touristique de notre région. Donc, c'est juste pour souligner ça, pour donner un peu de l'oxygène à ce concept, qui est vieux comme le monde. Voilà. Point 10. Coordonnateur au sein du comité consultatif relatif à l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PMA à Mont-Saint-Hilaire. Prolongation de mandat. Considérant la résolution 2014-10 par laquelle le Conseil créait le comité consultatif relatif à l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PMA à Mont-Saint-Hilaire,
Considérant que par le biais de cette résolution, la Ville a procédé à la nomination de M. Marc-André Guertin comme coordonnateur de ce comité, le tout selon l'offre de service de ce dernier datée du 20 décembre 2013. Considérant qu'au moment de la création du comité, le mandat de M. Guertin devait se terminer au début du mois de mars 2014, ce qui coïncidait avec la date projetée de l'adoption du plan de concordance de la MRC de la Vallée du Richelieu au plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, par la communauté métropolitaine de Montréal. Considérant que la MRC de la Vallée du Richelieu a reporté au 19 juin 2014 l'adoption de son plan de concordance, et ce, à la demande des villes membres de la dite MRC. Considérant qu'à raison de ce report, il est opportun que le comité poursuive ses travaux jusqu'à la fin de juin 2014, afin qu'il puisse, suite à l'adoption du plan de concordance à la MRC, déposer un rapport de ses activités. Considérant qu'il est souhaitable que M. Guertin continue de coordonner le dit comité jusqu'à la remise de ce rapport. Considérant qu'à raison de cette prolongation de délai, les honoraires versés à M. Guertin dépasseront le montant de 25 000 $. En conséquence, il est proposé que ce Conseil autorise la prolongation du mandat de M. Marc-André Guertin à titre de coordonnateur du comité consultatif relatif à l'évaluation des orientations de développement et à l'intégration du PMAD à Mont-Saint-Hilaire, et ce jusqu'au 30 juin 2014. Que des honoraires totaux d'un maximum de 35 000 $ soient versés à M. Guertin sur la base du taux horaire convenu à l'offre de service du 20 décembre 2013. Proposeur. Magali. Sylvain. Juste en complément d'information, M. Guertin a fait un excellent travail dans ce comité-là. Et maintenant, on a un point tournant du comité. On a tout décortiqué le plan de concordance. On a sorti quand même 3 éléments qu'on a fait adopter à la CMM. Pas nécessairement adopter, mais on a fait suggérer à la CMM. Et ces 3 éléments-là sont avérés cruciaux. Et puis là, on est dans un point tournant, c'est-à-dire qu'on regarde maintenant la vision de Saint-Hilaire pour les 20-30 prochaines années. Donc, c'est à ce point-là aussi qu'on commence à regarder. On prépare un petit peu l'automne pour les travaux. Merci. Point 11, proclamation des Journées de la culture à Mont-Saint-Hilaire. Considérant que la culture constitue un des principaux facteurs d'identité de la ville de Mont-Saint-Hilaire et de la qualité de vie de ses citoyens, considérant que la culture est un élément indissociable du développement des individus et de la société, considérant que la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des territoires locaux, considérant que la ville de Mont-Saint-Hilaire a déjà manifesté dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions sa volonté d'appuyer concrètement les initiatives qui visent l'affirmation de son identité culturelle et la partition active de ses citoyens à la vie culturelle, considérant que le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied un événement annuel, les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture, considérant que l'événement se fonde sur une véritable préoccupation de démocratisation culturelle. En conséquence, il est proposé que ce Conseil, à l'instar de l'Assemblée nationale du Québec, proclame Journée de la culture le dernier vendredi de septembre et les 2 jours suivants de chaque année, dans le but de manifester de façon tangible l'attachement qu'il porte à la culture. Proposeur, c'est... Secondé par Magali. Point numéro 12. Schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu, dans le sens du temps de réponse. Considérant que la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu a reçu en septembre 2010 son attestation relative au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, ci-après le schéma, considérant que les municipalités de Belleuil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Ottoburn Park, Saint-Basile-le-Grand et Saint-Mathieu-de-Belleuil doivent respecter le schéma, considérant que le service de sécurité incendie de la ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté son plan de mise en œuvre faisant partie intégrante du schéma, considérant que le temps de réponse aux appels d'urgence incendie a été sous-estimé lors de l'élaboration du schéma, considérant que l'analyse des temps de réponse indiqués sur les cartes d'appel d'urgence incendie fournies par la centrale 911 démontre les temps supérieurs à l'estimation, considérant qu'il y a une augmentation d'achalandage sur les routes du territoire depuis quelques années. En conséquence, il est proposé que ce Conseil se dit en accord avec un temps de réponse inférieur ou égal à 20 minutes, le tout tel que la MRC de la Vallée du Richelieu entend le proposer au contenu de son schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie.
que la Ville demande à la MRC de procéder à l'étape d'approbation des temps de réponse auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec et que la présente résolution soit transmise à la MRC de la Vallée du Richelieu. Proposeur, Jean-Pierre, J'appuie. Sylvain. C'est rajouté. OK. Point 13, schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie de la municipalité régionale et comté de la Vallée du Richelieu, nombre de pompiers. Considérant que la MRC de la Vallée du Richelieu a reçu en septembre 2010 son attestation relative au schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, considérant que les municipalités de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, McMasterville, Otterburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu de Belleuil doivent respecter le schéma, considérant que le service de sécurité incendie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté son plan de mise en œuvre faisant partie intégrante du schéma, considérant les expériences vécues dans le cadre de la mise en application du plan de mise en œuvre au service de sécurité incendie visant l'atteinte d'objectifs tels que la force de frappe, considérant que les coûts reliés à une 5e ressource humaine en garde externe pour les municipalités en mode multicaserne sont trop élevés, considérant que le service de sécurité incendie s'est doté de pompiers à temps partiel et que la disponibilité de ceux-ci entraîne une problématique à certaines périodes de la journée et de la semaine. En conséquence, il est proposé que la Ville de Mont-Saint-Hilaire fournisse une force de frappe de 8 pompiers pour les risques faibles et les risques moyens pour l'an 4 et l'an 5 du présent schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire fournisse une force de frappe de 12 pompiers pour les risques plus élevés pour l'an 4 et 5. Que la Ville de Mont-Saint-Hilaire demande à la MRC de procéder à l'étape d'approbation du nombre de pompiers auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec et que la présente résolution soit transmise à la MRC de la Vallée du Richelieu. Proposeur, Jean-Pierre, Magali. Si je peux faire un petit commentaire sur ces deux points-là, c'est sûr que c'est pas des choses que le service d'incendie veut ralentir de son impact sur le travail qu'ils vont faire. Mais c'est pour avoir l'intimité auprès des assureurs éventuellement qui pourraient nous tenter des poursuites en tant que tel. C'est pas juger là-dessus comme quoi que les services vont être plus laids. C'est de considérer que le travail va toujours être fait de la même façon, mais dans l'ensemble, la MRC, il y a des petites lacunes, puis on doit parler de ces situations-là qui pourraient survenir. Point 14. Adoption par la Ville de Mont-Saint-Hilaire les conditions prévues à l'entente de principe à intervenir entre l'Union des municipalités du Québec et Gaz Métro. Considérant que les municipalités sont, en vertu de la loi sur les compétences municipales, gestionnaires et propriétaires de l'emprise publique municipale, considérant que la loi sur la Régie de l'énergie accorde aux distributeurs de gaz naturel un droit d'accès au territoire municipal afin qu'ils puissent déployer et entretenir ces réseaux de distribution, considérant qu'il est aussi prévu que l'installation de ces réseaux sur le territoire municipal s'effectue selon les conditions convenues entre le distributeur et la municipalité ou, à défaut d'entente, aux conditions fixées par la Régie de l'énergie, considérant que depuis 4 ans, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et ses membres ont déployé des efforts considérables afin que les municipalités puissent recouvrer les coûts découlant de la présence et de l'installation des réseaux de distribution des entreprises de télécommunications et de distribution d'électricité et de gaz, considérant qu'il est important que chaque partie, qu'il s'agisse d'une municipalité, d'un contribuable ou d'une entreprise de distribution de gaz, assume sa juste part des coûts découlant de la présence d'équipements dans l'emprise publique municipale ou de leur délocalisation à la demande de la municipalité. Considérant que l'entente prévoit une compensation pour les coûts assumés par les municipalités sur la base d'un ratio de 2 % des coûts des travaux effectués par Gaz Métro sur le territoire de la municipalité, considérant que l'entente prévoit aussi un partage des coûts tenant compte de la dépréciation de l'actif lorsque la municipalité doit exiger un déplacement des réseaux de distributeurs de gaz, considérant que le 15 septembre dernier, le conseil d'administration de l'UMQ a entériné le principe et les conditions de l'entente, considérant qu'il a été convenu entre l'UMQ et Gaz Métro que l'entente prenne effet à la date de son approbation par le conseil d'administration de l'UMQ, soit le 15 septembre 2013. En conséquence, il est proposé que ce conseil adopte les conditions prévues à l'entente de principe entre l'Union des municipalités du Québec et Gaz Métro,
telle que soumise. Que copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ et à Gaz Métro. Proposant. Sylvain. Frédéric. Point 15. Procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 mai 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Il est proposé que ce Conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 mai 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Sylvain. Frédéric. Point 16. Oui. Plan d'implantation et d'intégration architecturale 2014-37, 2014-38, 2014-39, 2014-11, 2012-56 et 2012-48. Considérant les recommandations suivantes du procès-verbal du 20 mai 2014 du Comité consultatif d'urbanisme touchant les projets qui suivent, PIA 2014-37 pour le 68 rue Plante, plan et recommandation 2014-66R, annexe A, PIA 2014-38 pour le 1487 chemin des Patriotes Nord, plan et recommandation 2014-67R, annexe B, PIA 2014-39 concernant le 434 chemin des Moulins, plan et recommandation 2014-68R, joint en annexe C. Révision du PIA 2014-11 pour le 581 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Plan et recommandation 2014-70R, annexe D. Révision du PIA 2012-56 concernant le 120 chemin des Patriotes Nord. Plan et recommandation 2014-71R, annexe E. Et révision du PIA 2012-48 pour le 132 rue Forbin-Janson. Plan et recommandation 2014-72R, annexe F. Considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans étant sujets aux conditions formulées aux dites recommandations sont joints à la présente comme annexe A à F pour en faire partie intégrante. Proposeur. Sylvain. Émile. Plan 17, plan d'implantation et d'intégration architecturale 2014-40. Considérant la recommandation du procès-verbal du 20 mai 2014 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire touchant le PIA 2014-40 pour le 873 rue des Bernaches, plan et recommandation 2014-69R joint en annexe A, considérant que ce projet n'est pas conforme aux objectifs et critères établis au règlement numéro 847 concernant les PIA, en conséquence, il est proposé que ce Conseil refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, lesquels plans étant sujets aux conditions formulées à la dite recommandation sont joints à la présente comme annexe A pour en faire partie intégrante. Proposeur. Émile. Sylvain. Plan 18. Adoption du règlement numéro 1197, règlement décrétant des travaux de correction ponctuelle de déficience des conduites d'égouts sanitaires et pluviales, des travaux de voirie, fondation granulaire, pavage, bordure et trottoirs, de remplacement du réseau d'éclairage de rue et des travaux connexes sur place du manoir, ainsi que des honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 668 000 $ nécessaires à cette fin. Alors, il est proposé que ce Conseil adopte le règlement numéro 1197, intitulé « Règlement décrétant des travaux de correction ponctuelle de déficience des conduites d'égouts sanitaires et pluviales, des travaux de voirie, fondation granulaire, pavage, bordure et trottoir, de remplacement du réseau d'éclairage de rue et des travaux connexes sur place du manoir, ainsi que des honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 668 000 $ nécessaires à cette fin. » Jean-Pierre. Émile. Point numéro 19. Certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1196, règlement décrétant des travaux d'infrastructure d'égouts sanitaires, de voirie, incluant notamment des travaux de réfection de fossés, de ponceaux, de canalisation de fossés, de tranchées drainantes et de noues, et des travaux connexes sur la rue des Érables, ainsi que des services professionnels et autorisant un emprunt de 1 million $, 1 474 000 $ nécessaires à cette fin. Proposant. Sylvain. Émile. Point numéro 20.
Certificat attestant le résultat de la consultation des personnes habiles à voter sur le règlement numéro 1111-A-2-B, règlement amendant le règlement sur les usages conditionnels au règlement d'urbanisme numéro 1111-A, afin d'autoriser les vignobles dans la zone H70. Magali, secondé par Sylvain. Point numéro 21, octroi du contrat BA 14-01 pour l'entretien en électricité des divers bâtiments de la ville et des surpresseurs d'Aqueduc. Il est proposé que ce Conseil approuve, conditionnellement aux approbations requises par la loi, la soumission de le groupe DR électrique incorporé au montant de 40 570,08 incluant les taxes concernant le contrat BA 1401 sur la base des taux horaires soumis pour l'entretien en électricité des bâtiments de la ville incluant les surpresseurs d'Aqueduc, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que ce contrat a d'une durée d'1 an pour la période du 7 juin 2014 au 6 juin 2015. Que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, contremaître au service des travaux publics, contenue dans son rapport en date du 22 mai 2014. Que la dépense décrite au bon de commande BA 140-06 pour la période de juin à décembre 2014 soit payable à même les postes budgétaires 02 810 00 531, 02 811 00 531, 02 811 00 532, 02 812 00 533, 02 813 00 531, 02 814 00 531, 02 815 00 533 et 02 819 00 533 et qu'il y a les crédits disponibles et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Proposable, Jean-Pierre. Secondé, Frédéric. « 22. Octroi du contrat BA 14-02 pour l'entretien en climatisation, chauffage et ventilation des divers bâtiments de la ville. » Il est proposé que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Climatisation Fortier et Frères Limité au montant de 26 950,15 incluant les taxes sur la base des tarifs unitaires soumis concernant le contrat BA 14-02 pour l'entretien en climatisation, chauffage et ventilation des bâtiments de la ville, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que ce contrat soit d'une durée d'1 an, du 3 juillet 2014 au 2 juillet 2015, que la présente soumission est approuvée en conformité avec la recommandation de M. Francis Leblanc, contremaître au service des travaux publics, contenue dans son rapport en date du 22 mai 2014, que la dépense reliée à ce contrat pour la période de juillet à décembre 2014 soit décrite au bon de commande BA 140-07, soit payable à même les postes budgétaires 02 810 00 531, 02 812 00 533, 02 811 00 531, 02 814 00 531, 02 811 00 532, 02 815 00 533 et qu'il y a les crédits disponibles et que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Sylvain. Frédéric. Numéro 23, octroi du contrat ING 2014-10 pour les services professionnels en architecture du paysage. Il est proposé que ce Conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi l'offre de services de le groupe Rousseau-Lefebvre au montant de 74 877,47 incluant les taxes concernant une banque d'heures pour la fourniture de services professionnels variés en architecture du paysage pour différents projets de réfection d'infrastructures urbaines dans le cadre du contrat ING 2014-10, laquelle a obtenu le meilleur pointage relativement au dit contrat. Que ce mandat de service professionnel sur demande en architecture du paysage est accordé sans minimum garantie à l'adjudicataire et que chaque projet pour lequel les services de l'adjudicataire seront requis fera l'objet des approbations nécessaires. Que la présente offre de service est acceptée en conformité avec la recommandation de Mme Nathalie Laberge, directrice du service de l'ingénierie contenue dans son rapport en date du 22 mai 2014. Que le maire ou en son absence le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Proposable. Magali. Jean-Pierre. Maintenant, les questions de M. Benner.
S'il y a d'autres... D'autres... Oui, d'autres? Que la liste est... Il y en a 3, mais s'il y en a d'autres qui souhaitent poser des questions, mais vous pourrez toujours vous présenter après. Fait que M. Bernard. Bonsoir, Monsieur le maire suppléant. Félicitations de votre ouvrage. C'est un peu dur la première fois. Oui. C'est ça. Madame, Monsieur, Dame, on a décrété ce soir, fin 11, une journée de la culture. Est-ce que culture, fierté, est-ce que ça va ensemble? Fait de la culture parce qu'on est fier de notre culture, c'est parce qu'on est fier de ce que l'on a. Je ne l'étais pas tellement ce soir en arrivant, quand j'ai vu dans quel état se trouve au moins un des 2 drapeaux qui sont devant l'Hôtel de Ville. Est-ce que je peux vous arracher une promesse qu'avant la fête de la Saint-Jean-Baptiste et puis la fête du Canada qui s'en viennent, là, qu'on ait des drapeaux montrables au moins l'Hôtel de Ville? Oui. Ça veut dire qu'ils sont ni déchirés ni altérés? Peut arracher cette promesse-là, Monsieur le Premier? C'est possible, oui. Ça... Bon, merci. Faites-moi un gros mot, merci. Monsieur Veillette, oui. J'aimerais attirer votre attention sur une question de sécurité. Lorsqu'on sort de l'hôtel de ville le soir, après une certaine distance, il y a 2 marches, il n'y a aucun éclairage. Quelqu'un qui ne fait pas attention, là, il peut vraiment piquer toute une plonge. J'ai remarqué ça à quelques occasions, différents moments. Et si on ne porte pas bien attention, à cause du manque d'éclairage, on peut tomber et se blesser. J'aimerais attirer votre attention là-dessus. À quel endroit précisément? Au bout du belvédère? C'est à peu près à mi-chemin, peut-être, là. Même pas. Là. C'est dans la porte principale, si vous Par la parlez. porte principale. Ah, oui. Il n'y a aucun éclairage et il faut vraiment faire attention pour ne pas trébucher. Merci. Merci. Monsieur Bellin. Bonsoir, M. le maire et conseiller. Je voulais remercier pour la présentation Mme Lapalme. C'était très éclairant et ça a été très bien présenté. Il y a juste un petit point obscur où je me demande, à la page 7, quand on parlait de resserrement, de rémunération du personnel, pour nous parler des camps de jour, augmenter le nombre de la clientèle, puis pour le nombre de moniteurs, ou je ne sais trop. Là. Au niveau de l'écart favorable, dans le fond, ce que je disais, c'est qu'on effectue une saine gestion. Par exemple, dans les budgets, on peut prévoir, je vous dis vraiment des chiffres comme un peu n'importe quoi, mais on pourrait dire on offre 20, il y a 20 groupes. Mais si on voit que les besoins ne sont pas pour 20 groupes, on ne fera pas nécessairement par groupe d'âge des demi-groupes. Donc, on va prendre moins de main-d'œuvre pour maximiser les groupes. C'est ça que je voulais dire au niveau des camps de jour. Au niveau des patinoires, s'il n'y a pas besoin d'ouvrir les patinoires, on ne met pas de la main-d'œuvre ou des surveillants pour les patinoires. Ou encore au niveau des parcs, si les parcs sont fermés, on ne met pas de la main-d'œuvre, on fait une saine gestion au niveau de la main-d'œuvre. C'est ce que je voulais dire. Donc, ce n'est pas des contractuels? Non, c'est personnel de la ville. C'est à l'heure, à ce moment-là, ça veut dire? Bien, nous, on engage, c'est souvent dans ces cas-là, des exemples que j'ai donnés, c'est des surnuméraires. Donc, ils ne rentrent pas en poste. Ou le début ou la fin, en début de l'été, ils peuvent rentrer tel que prévu, mais ils peuvent terminer plus tôt à la fin de l'été. Ou dans les patinoires, on les ouvre plus tard que prévu parce qu'il fait trop chaud. On les ouvre pas. C'est parce que je me demandais, puisqu'on dégage des surplus, je sais que les camps de jour, pour en avoir fait déjà, puis en avoir géré, je sais qu'il y a un besoin. Et les gens, les citoyens, les familles, les jeunes familles qui ont des jeunes enfants, ils payent. Il y a un déboursé pour les camps de jour. Alors,
puis je trouve que, oui, c'est une belle opportunité aussi pour nos jeunes, une belle opportunité d'emploi pour nos jeunes, les camps de jour. On peut engager des jeunes de 16, 17, 18 ans, puis qui sont aux études, mais qui peuvent travailler durant l'été. Il me semble que si on dégage un 7% de surplus, mais qu'on pourrait, tout le moins ça c'est minime, là, c'est mineur, mais c'est quand même majeur pour les étudiants, ces emplois-là, ces créations d'emplois-là, et qu'il y ait, je dirais, un quota de participation. On parlait de groupe. Bien évidemment, on sait aussi que gérer des groupes, les enfants, c'est turbulent, etc. Puis, bon, si les groupes sont moindres, bien, tant mieux, mais qu'on les multiplie plutôt que de les restreindre dans ce sens. Bien, à cet effet-là, on avait, pour les 40 jours cette année, ajouté un surveillant, justement, pour question de sécurité. Puis, justement, c'est un étudiant de la région qui a ce poste-là. Là. Je vous remercie de votre présence et fin de la séance. Pour le lever de l'Assemblée, un proposeur, Frédéric, Émile. Bonne fin de soirée.